quoi vous prie. Tennis de table, une surprise, une Française et un Français champions du monde, Claude Bergeret et Jacques Secrétin gagnent le double à Birmingham. À l'Assemblée nationale, l'examen du nouveau statut des assistantes maternelles, traduisez les nourrices. Valéry Giscard d'Estaing reçoit les 25 secrétaires d'État du gouvernement, il leur explique leur rôle dans la nouvelle équipe. Enfin, 3000 licenciements dans le groupe Usinor, en direct avec Jean-Claude Mangeot, Jacques Ferry, vice-président du patronat et responsable de la sidérurgie. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une petite balle blanche, une raquette, du talent et peut-être aussi beaucoup d'adresse. Voilà la recette donc pour devenir champion du monde de tennis de table. Cette belle aventure, on vous l'a dit, 2 Français l'ont vécue aujourd'hui à Birmingham. Claude Bergeret et Jacques Secrétin opposés en double mixte à 2 Japonais, j'essaie de vous dire leur nom, Sachiko Yokota et Tokyo Tazaka. Jacques Secrétin, on s'en souvient, avait eu avant-hier quelques petits problèmes avec les raquettes très spéciales des Chinois. Il faut croire que ces Chinois ne partagent pas leurs petits secrets avec leurs collègues des autres pays d'Asie. Je ne vous ferai pas de démonstration car je ne suis pas expert en la matière, mais je suis sûr que tous les joueurs de tennis de table partageront la belle victoire des 2 Français et ils sont nombreux en France. Pour la première fois dans l'histoire du tennis de table, des Français sont sacrés champions du monde. Un titre que Claude Bergeret, c'est elle, et Jacques Secrétin, c'est lui, ont obtenu face aux Japonais Sachiko Yokota et Tokyo Tazaka. Ils sont en outre les seuls Européens à avoir arraché un titre aux Asiatiques, grand triomphateur de ces championnats du monde disputés à Birmingham. Cette victoire, Claude Bergeret et Jacques Secrétin l'ont obtenue somme toute assez facilement, en triomphant en 3 manches, 21-17, 21-14, 21-17. C'est la première grande victoire internationale pour Claude Bergeret, âgé de 22 ans seulement. C'est un titre supplémentaire pour Jacques Secrétin, déjà champion d'Europe. Une victoire qui le consolera de son élimination dans le tournoi individuel face aux Chinois et leur nouvelle raquette. Une nouvelle raquette dont on a beaucoup parlé à Birmingham pendant ces championnats du monde. Alors ce matériau chinois, comment se présente-t-il? Montrez-le nous, voilà une raquette qui est de... Et là c'est une raquette conventionnelle. de type conventionnelle, oui. D'un côté, c'est, disons les picots sont retournés, c'est une face unie comme n'importe quelle raquette européenne ou n'importe quelle raquette normale. Et de l'autre côté, les picots sont tournés vers l'extérieur. Et ce sont des picots qui font quelque chose comme 2 mm de long ou 2 mm de hauteur, ce qui fait que quand la balle arrive dessus avec beaucoup d'effet, les picots se plient sous l'effet de la balle et la balle repart beaucoup plus coupée qu'elle n'est revenue. C'est-à-dire plus on met d'effet, plus on en reçoit, mais dans le sens inverse. Alors comment procède, montrez-nous un petit peu, vous êtes à table là, montrez-nous un peu comment procèdent les Chinois pour tourner leur raquette. C'est très simple, dans le cours d'un échange au service, ils cachent la raquette sous la table et ils peuvent tourner et l'adversaire ne peut pas voir avec quel côté ils servent. S'ils servent avec le côté où les picots sont retournés, la balle est le plus souvent très liftée. S'ils servent avec l'autre côté, la balle est le plus souvent très coupée. Or, comme les 2 côtés de la raquette sont exactement de la même couleur, l'adversaire en face ne peut absolument rien voir. Il va falloir bientôt jouer au son peut-être pour pouvoir distinguer l'effet qu'il y a dans la balle. Et alors, c'est ce qui a un peu perdu Jacques Secrétin sur Wanyang. Il menait 14-10 et l'autre s'est mis à servir encore en tournant la raquette sous la table et Jacques a perdu 5 services de suite. Et il s'est retrouvé à 16-14 et il a perdu le match là-dessus. Mais est-ce qu'ils peuvent tourner la raquette vraiment tout en jouant ou alors à chaque engagement? Oui, ils tournent la raquette pendant les engagements et ils peuvent tourner la raquette aussi dans le cours du jeu. Ils ont le temps, dès qu'ils renvoient la balle, tout de suite ils anticipent sur la balle suivante et ils peuvent tourner aussitôt. Il faut une très grande concentration pour arriver à le faire, mais une fois qu'on y est habitué, ce n'est plus un problème. Les Chinois sont plus forts que les Européens parce qu'ils utilisent essentiellement cette raquette? Ou non, alors ont-ils d'autres armes secrètes? Il ne faut pas dire ça. Il y a des joueurs qui jouent avec des raquettes conventionnelles, des raquettes comme les Européens. Un Chinois comme Ko Yaowa, qui est en finale des championnats du monde aujourd'hui, utilise une raquette tout à fait normale. Donc les Chinois ont autre chose que les Européens. Ils n'ont pas que les raquettes. Ils savent parfaitement jouer au tennis de table et il ne faut pas attribuer leur succès qu'aux matériaux. Ils ont des joueurs d'exception et ils sont capables d'être tout aussi forts avec des raquettes normales utilisées par les Européens. Jacques Secrétin, Claude Bergeret, bravo. Raymond Barre, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre fera le mardi 26 avril, donc dans 3 semaines exactement à partir d'aujourd'hui, une déclaration de politique générale. Suivra un débat sur le plan d'action de 12 mois annoncé par l'Élysée. Les députés seront ensuite appelés à voter. Il apparaît d'ailleurs d'ores et déjà que les partis sont décidés à engager leur action politique dorénavant et davantage
Sur le terrain social et politique, les communistes veulent un bilan vérité. Ils profiteront de ce débat donc à l'Assemblée pour intervenir notamment à propos de la sidérurgie, de la sécurité sociale et aussi du conflit des dockers. Pour l'heure, la session parlementaire prend doucement son rythme de croisière. L'un des premiers projets de loi sur lesquels les parlementaires vont avoir à se prononcer concerne le statut des assistantes maternelles que l'on appelle souvent les nourrices, peut-être un peu à tort d'ailleurs. On parle souvent des 40 heures des travailleurs. Mais qui songe aux 40 heures des moins de 4 ans? À ces enfants ballottés d'une solution à une autre, de la jeune fille au père à la crèche, en passant par les services d'une voisine compréhensive. Aujourd'hui, près de 40% des femmes travaillent. Où laisser l'enfant? Qui s'occupera de lui? Et dans quelles conditions se déroulera sa journée? À toutes ces questions, il y a peu de réponses satisfaisantes. Les crèches sont bondées, la jeune fille au père n'est là que pour quelques mois, et évidemment la voisine ne dépannera pas tous les jours. D'où le développement ces dernières années d'un mode de garde souple, peu onéreux, et qui a l'avantage de laisser l'enfant dans une ambiance familiale, la nourrice. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir nourrice? D'abord, la naissance de ma fille. Je voulais la garder, donc je préférais en même temps garder les enfants. Ce qui est valable parce que malgré tout, ça fait un petit apport au foyer. Et puis, de toute façon, j'aime les enfants, alors donc il n'y a aucun problème. Combien gagnez-vous en tant que nourrice par jour? Par jour, par enfant, 32 francs. Vous vous attachez aux enfants que vous gardez? Oui, de trop. Pourquoi de trop? De trop, parce que quand il y a la séparation, c'est assez difficile, quoi. Même si on garde des contacts après, la coupure est toujours assez dure. Si élever un enfant est toujours difficile, élever l'enfant des autres est un véritable métier. Déjà dans un arrondissement de Paris, une 50aine de nourrices ont créé une association. À Maman Bis, les tarifs sont fixes et immuables. Et les parents signent un contrat qui permet d'éviter pas mal de malentendus. Que pensez-vous du projet de statut qui doit être présenté prochainement à l'Assemblée nationale? Pour nous, vraiment, ça serait quelque chose de formidable. D'abord parce que notre profession, je pense, serait reconnue à ce moment-là. Nous serions quand même des personnes qui aurions un métier. Nous pourrions avoir une formation beaucoup plus grande que nous n'avons à l'heure actuelle. Une considération des parents. Et puis une sécurité d'emploi que nous n'avons pas. Tout le monde s'accorde à reconnaître que ces mamans bis effectuent un vrai travail. Tandis que le GRAP se lance dans une campagne de sensibilisation, en soulignant que le statut des nourrices protège également l'enfant, le gouvernement propose un texte de loi qui sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale. S'il est accepté, les parents deviendront les employeurs des assistantes maternelles et leur payeront la sécurité sociale. Mais est-ce réalisable? C'est précisément les parents les moins fortunés qui mettent leurs enfants en nourrice, et la sécurité sociale représentera une grosse augmentation des frais de garde. Il y a un problème quand même qui me gêne moi personnellement, c'est que les parents deviennent les employeurs et ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va être trop lourd à payer et en plus les nourrices ne vont plus se déclarer, il va y avoir beaucoup de nourrices clandestines. La politique familiale est une œuvre de longue haleine. On se souvient d'ailleurs qu'il y a moins d'un mois, le gouvernement avait retenu 3 projets de loi concernant la politique de la famille. Eh bien, ces 3 projets seront présentés demain au Conseil des ministres. Pour mémoire, il s'agit de l'institution d'un congé de 2 ans pour les mères de famille, du complément familial et enfin de la situation des travailleurs manuels. C'est en juillet 1975, à la Bourboule, que Valéry Giscard d'Estaing lance l'idée d'une politique globale de soutien à la famille. Les familles, dit alors le président, constituent un rouage essentiel de l'organisation sociale. Il faut donc qu'elles aient confiance dans leur avenir et aussi les moyens matériels de remplir leurs fonctions. Ces fonctions, toujours selon le chef de l'État, c'est la reproduction, l'éducation des enfants et le bonheur. Le bonheur, un mot qui revient dans tous les discours de Valéry Giscard d'Estaing sur la famille. Preuve de l'importance accordée tant à l'épanouissement qu'au développement des familles. Il faut donc créer les conditions matérielles et économiques pour que les familles aient envie d'un 3e enfant et dans le même temps améliorer les conditions de vie. Voyons les mesures prises depuis 2 ans.
La progression des allocations familiales a toujours été plus rapide que la hausse des prix. Au chapitre des équipements et des services, 2600 nouvelles classes d'école maternelle ouvertes en septembre 1975. 5000 places de crèche créées chaque année depuis 3 ans. Le statut des gardiennes et des nourrices sera amélioré. Un projet de loi est déposé au Parlement. L'allocation logement tient compte de la chute des revenus dus au chômage. Une série de dispositions protège mieux la mère de famille. Un revenu minimum garanti de 900 francs par mois, plus 300 francs par enfant à charge, est consenti aux mères seules, à la suite de la disparition de leur conjoint, et aux mères célibataires. Les femmes fonctionnaires peuvent, après une maternité, bénéficier d'un congé de 2 ans sans solde. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme au moment de l'embauche. En outre, il ne peut licencier une femme salariée si celle-ci attend un enfant. La nouvelle loi sur l'adoption facilite la déclaration d'abandon en cas de désintérêt manifeste des parents. Elle permet l'adoption à des parents qui ont des enfants légitimes. L'ensemble de ces mesures d'aide à la famille a coûté 69 milliards de francs en 1975, ce qui situe la France au premier rang des pays occidentaux. Valéry Giscard d'Estaing s'est fait présenter aujourd'hui les nouveaux secrétaires d'État du gouvernement. L'occasion pour le président de la République de leur préciser dans quel esprit ils devront travailler désormais, mais aussi de leur dire comment, à son avis, les Français jugent la situation actuelle de la France. J'aurais dit ceci. D'abord que je pensais que les Français commençaient à être excédés de l'agitation politicienne et qu'ils souhaitaient que le gouvernement se préoccupe des vrais problèmes de la France, et qu'en particulier tous les messages que je recevais me montraient que ce qui était à l'heure actuelle la préoccupation des Français, c'était un certain nombre d'aspects concrets de leur vie quotidienne, économique et sociale, et qu'ils ont besoin d'emploi, qu'ils ont besoin de sécurité, qu'ils ont besoin de confiance, et que c'est à ces besoins que le gouvernement devait répondre. J'aurais dit ensuite que nous avons traversé une crise très longue et très dure. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on porte un jugement sur le vote des Français, que cette crise a été effectivement longue et dure. Et que je comptais sur le gouvernement actuel, dont ils font partie, pour sortir l'économie française de la crise. Et j'aurais dit que les Français ne croiraient pas que l'économie française était sortie de la crise si on se contentait de leur montrer des tableaux chiffrés. Il fallait que ceci retentisse sur la vie quotidienne des Français, notamment sur ces problèmes que je mentionnais, c'est-à-dire l'emploi et l'activité économique. Monsieur le Président, il y a une chose qui nous frappe tous, les journalistes, c'est le nombre des secrétaires d'État. On nous a parlé d'un gouvernement restreint. Vous-même, Monsieur Barre, vous avez particulièrement insisté sur ce mot. Alors pourquoi autant de secrétaires d'État? Alors, je ne voudrais pas vous faire un grief comme journaliste, mais il faut agir par comparaison. Le gouvernement comprend 15 membres, c'est 15 ministres. C'est le gouvernement le plus restreint que la France ait jamais eu sous la 5e et sous la 4e République. Il y a toujours eu plus de 15 membres du gouvernement. C'est le gouvernement le plus restreint des grands pays d'Europe. En Allemagne fédérale, il y a 18 ministres. En Grande-Bretagne, il y a 25 ministres. Et d'autre part, concernant les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État sont, vous trouvez, nombreux. Ils sont 25. Mais en Allemagne fédérale, ils sont beaucoup plus nombreux. Et en Grande-Bretagne, ils sont presque 2 fois plus nombreux. Si bien qu'au total, le gouvernement français a 40 membres, le gouvernement allemand a 58 membres, et le gouvernement de la Grande-Bretagne, je cite des pays de dimension comparable, a 55 membres, et si l'on compte même ce qu'ils appellent les sous-secrétaires d'État, 89 membres. Donc il faut bien voir que le gouvernement, le nombre de ministres français est le plus restreint d'Europe, et que le nombre de membres du gouvernement est également le plus restreint d'Europe. Alors les Français trouvent que cela fait beaucoup. Mais en même temps, il faut bien dire qu'il y a une très grande diversité de tâches dans un gouvernement moderne. Et d'autre part, vous savez que nous avons recherché 2 objectifs. Faire entrer des hommes jeunes. Parce que la France a besoin d'une relève de son personnel politique. Je crois qu'elle aspire en profondeur à cette relève. Et naturellement, si vous faites entrer des hommes jeunes et que ceux qui sont en place n'ont pas démérité, ont bien rempli leurs fonctions, cela se traduit par une augmentation du nombre. Et d'autre part, nous avons voulu que l'ensemble des régions soient présentes au gouvernement. Je ne dis pas exactement une représentation régionale, mais que l'ensemble du territoire soit présent, parce que la France doit se sentir concernée tout entière par l'action gouvernementale. Et c'est ce qui a conduit à ce nombre. Alors le nombre de ces secrétaires d'État traduit le fait qu'il y aura certainement beaucoup de travail pour chacun d'entre eux. Alors que vont-ils faire? Ils vont faire 2 choses. D'abord, la plupart d'entre eux sont auprès d'un ministre qu'ils doivent
soulagé dans son travail ou aidé dans sa tâche. Et puis deuxièmement, il y a ce grand problème de l'explication, de la communication avec les Français. Et nous leur avons dit, M. Raymond Barre et moi, qu'il fallait qu'ils aillent sur place le plus souvent possible, qu'ils y aillent simplement, sans faste et sans fanfare, et qu'ils aillent rencontrer les Français tels qu'ils sont chez eux, de façon à ce que l'action gouvernementale, lorsque nous prenons des décisions, soit réellement, complètement éclairée par la connaissance directe des préoccupations et des problèmes des Français. Donc à la fois travailler auprès de leurs ministres et en même temps cette information et ce dialogue avec les Français. Enfin, Monsieur le Président, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans votre gouvernement? Vous aviez parlé d'un gouvernement plus féminin, or il n'y a pas plus de femmes que dans le précédent gouvernement. Pourquoi? Mais nous avons maintenu la représentation féminine, et je ne veux pas porter un jugement individuel, mais ce sont des femmes de très grande qualité, d'ailleurs reconnues comme telles, vous le savez, par l'opinion publique. Alors le nombre a été maintenu, mais je pense comme vous que l'évolution, la tendance dans notre pays, ça doit être un accroissement, une augmentation du nombre des femmes dans les fonctions gouvernementales et politiques, pas uniquement au gouvernement, et je souhaite que dans les grandes administrations publiques, dans la représentation de la France à l'extérieur, dans un certain nombre d'emplois, même d'autorités, la représentation féminine s'augmente. Il y a eu un rendez-vous manqué cet après-midi à Matignon. Une délégation de la CGT et de la CFDT avait souhaité rencontrer le Premier ministre, M. Raymond Barre, pour discuter des négociations de salaire dans le secteur public et nationalisé. En début d'après-midi, le cabinet de M. Raymond Barre faisait savoir qu'une telle audience n'était pas possible, car, disait-il, elle était décidée unilatéralement et avec un préavis de quelques heures seulement. Que de toute façon, les négociations salariales se poursuivent depuis 2 mois et le cabinet ajoutait qu'il n'y a pas pour l'instant de rupture. Ce qui n'a pas empêché donc la délégation de la CGT et de la CFDT de se présenter à Matignon à 16h. M. Segui et M. Maire avaient d'ailleurs écrit dans la matinée à Raymond Barre pour le mettre en garde contre le grave conflit qui naîtrait, disent les 2 syndicats, si les discussions restaient dans l'impasse. Eh bien, nous étions venus chercher des réponses à 2 questions précises que nous avons posées à M. Barre ce matin par lettre. La première concernant son attitude dans les discussions qui se sont engagées dans les différents secteurs publics et nationalisés, pour savoir si le gouvernement enfin était disposé à mettre fin à cette intransigeance qu'il a opposée jusqu'ici et qui a conduit au blocage des discussions. Et deuxièmement, nous voulions savoir dans quelles conditions le gouvernement entendait régler la situation des personnels à partir du 1er janvier 1977, puisqu'ils n'ont perçu depuis cette date aucune augmentation. Or, sur ces 2 questions, non seulement nous n'avons aucune réponse, mais encore, le cabinet du ministre, le ministre lui-même refuse de recevoir des délégations des 2 centrales syndicales les plus représentatives. Il prend là une lourde responsabilité. Alors justement, maintenant, quelle va être votre action, quelle va être votre riposte? Eh bien, les travailleurs du secteur public et nationalisé n'ont plus de choix possible. La négociation s'avère totalement impossible. Le gouvernement conteste notre droit à la négociation. Il nous reste dans ces conditions plus que l'action. C'est le principe qui est déjà décidé entre la CGT et la CFDT. C'est une question que nous allons débattre à nouveau jeudi entre nous pour déterminer les dates et les modalités de cette action. Il faut préciser qu'au moment où la délégation de la CGT et de la CFDT arrivait à Matignon, M. Raymond Barre était au ministère de l'Intérieur où il recevait les préfets de région et de département pour les entretenir de la nouvelle direction du plan de redressement. Les banques de la région parisienne pourraient bien être fermées jeudi. Les syndicats appellent en effet les 100 000 employés des banques donc de la région parisienne à la grève et à un meeting en signe de solidarité avec les personnels en conflit actuellement à la BNP. Prenez donc vos précautions car ensuite, vous le savez, il y aura le long week-end de Pâques. Grève également jeudi et vendredi sur certaines lignes aériennes régionales, je vous le rappelle, mais il semble que Air Inter, pour sa part, assurera tous ses vols intérieurs. Sachez encore à l'approche du terme d'avril que les augmentations de loyers ne devraient pas dépasser 6,5%. Monsieur Barrot invite d'ailleurs les personnes qui constateraient des anomalies à les signaler soit aux préfectures, soit au service du contrôle des prix. Ils étaient 2000 à manifester aujourd'hui devant les grilles d'Usinor à Thionville. L'annonce de la fermeture de l'usine provoque actuellement une véritable mobilisation dans la région de la part des syndicats et des élus de gauche, bien sûr, d'autant qu'au municipal l'opposition s'y est renforcée, mais aussi de la part des représentants de la majorité. Manifestation aujourd'hui à Thionville des ouvriers sidérurgistes d'Usinor. Ils protestent contre la suppression de 3000 emplois. La direction a fait savoir que la décision de fermer l'usine de Thionville était irrévocable.
Il s'agit, dit-elle, d'une décision prise en accord avec les pouvoirs publics dans le cadre du plan acier. Les syndicats de leur côté affirment qu'aucun licenciement n'aurait dû intervenir avant le 15 avril, c'est-à-dire avant que toutes les dispositions du plan acier aient été arrêtées. Ce plan acier prévoit notamment que d'ici à 1980, 15 600 emplois doivent être supprimés dans la sidérurgie. Pour la seule année 1977, 10 000 emplois devraient disparaître. Ce seul chiffre donne la mesure de l'inquiétude qui saisit la Lorraine. Invité ce soir avec nous donc d'Antenne 2, Jacques Ferry, vice-président du CNPF, mais aussi président de la chambre syndicale de la sidérurgie, on peut donc dire le patron de la sidérurgie. Jacques Ferry, il faut accepter aujourd'hui la fermeture d'Usinor comme un fait accompli. Pas la fermeture d'Usinor, la fermeture d'une usine d'Usinor qui s'appelle l'usine de Thionville. Et encore, s'agit-il d'une fermeture qui va s'étaler, bien entendu, sur un certain nombre de mois, et avec peut-être, si certaines négociations qui sont en cours aboutissaient, la possibilité de sauver une partie de cette usine, notamment le haut-fourneau. Ce qui veut dire combien de personnel? Ce qui veut dire au pire une réduction, enfin une diminution d'effectifs d'environ 3000 personnes et peut-être moins si l'on parvenait, je le répète, à sauver une partie de cette usine. En tablant sur 3000 personnes, on dit que 2000 d'entre elles pourraient être réembauchées dans la sidérurgie? Alors 2000 d'entre elles pourraient être réembauchées en partie dans la sidérurgie et notamment dans d'autres usines d'Usinor, et même éventuellement pour quelques-uns peut-être dans l'usine de Fos, de la Solmer, près de Marseille. Il y aura aussi bien entendu un certain nombre de départs volontaires ou de départs en retraite, ce qui par conséquent doit limiter considérablement le volume des licenciements proprement dit. Et les 1000 autres? Eh bien, c'est à l'intérieur de ces 1000 autres que le problème se pose à l'heure actuelle. Alors, ce que l'on peut ne pas comprendre et que peut-être le public ne comprend pas, c'est que le gouvernement a promis récemment une nouvelle aide à la sidérurgie, dont je crois vous négociez actuellement le montant. Est-ce que dans ces conditions, il fallait nécessairement fermer quand même cette usine d'Usinor? Eh bien, le plan du gouvernement, et je dois dire le plan qui a été concerté, bien entendu, avec nous, consiste d'abord à assainir une situation qui est actuellement profondément alourdie par une crise qui est une crise sans précédent et qui ravage à l'heure actuelle l'ensemble de la sidérurgie européenne. Ce n'est pas un problème qui est spécial à la France. Et pour, je dirais, s'en sortir et pour pouvoir se placer dans une situation très compétitive au cours des prochaines années, nous sommes obligés naturellement de supprimer celles de nos installations qui n'ont pas encore été modernisées, qui sont carrément dépassé. Je dirais, si vous voulez, que l'effort d'investissement considérable que nous avons fait depuis 10 ans, depuis le premier plan professionnel, a permis de renouveler, disons, à peu près les 3/4 de notre appareil de production. Il y a un quart dans lequel se situe, par exemple, une usine comme celle de Thionville, qui maintenant n'est plus compétitif et qu'il faut malheureusement voir disparaître. Alors, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu apparemment de concertation, même les élus de la majorité le remarquent? Mais écoutez, nous sommes actuellement en négociation au plan social avec les syndicats pour essayer de trouver des moyens qui permettent d'atténuer, bien entendu, les conséquences humaines des réductions d'effectifs auxquelles nous allons procéder. Et ce sont les syndicats eux-mêmes qui nous ont demandé de leur dire quel était notre plan, qu'est-ce que nous envisagions comme fermeture. Et c'est pour répondre précisément à cette question que nous avons annoncé, ou plus exactement Usinor a annoncé il y a quelques jours, ces décisions, je le répète, inéluctables en ce qui concerne. Donc c'est un point de départ pour la négociation? Non, ce n'est pas un point de départ. Ça, il s'agit d'une décision qui est prise. La négociation, je le répète, porte sur les dispositions sociales. Mais seulement, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans d'autres usines d'Usinor, il y aura au contraire des investissements, notamment en Lorraine, notamment à Longwy. Il y en aura également à Dunkerque. Par conséquent, il ne s'agit pas de brader, comme on l'a dit, mais au contraire de restructurer la sidérurgie française, comme le font actuellement les Belges, comme le font les Sarrois, comme le font les Hollandais ou les Italiens. Bien, vous ne craignez pas de donner des arguments aux partisans des nationalisations? Mais vous savez, ils n'ont pas besoin d'arguments. C'est un problème qui est un problème purement politique et purement idéologique. Ce que je dis simplement, c'est que, objectivement, la nationalisation n'apporterait aucun remède à la situation actuelle. Bien, Monsieur Jacques Ferry, à Antenne 2, nous nous intéressons également à un autre sujet. Et je pense que nous allons voir tout de suite des images que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Je veux parler de la Corse. Nous ne sommes pas les seuls. Il paraît que vous êtes parmi les acheteurs de 17 000 km de côte en Corse. Ce que le journal L'Humanité trouve choquant au moment où justement la sidérurgie connaît les problèmes que l'on sait. Alors qu'en est-il?
Oui, alors écoutez, quand on m'a montré ce matin le journal dont vous venez de me parler, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie. Et puis j'ai lu attentivement l'article sensationnel qui figurait en première page de ce journal, et je me suis aperçu que c'était moins qu'une mauvaise plaisanterie, ce n'était qu'un mensonge. Et ce qui est pire, un mensonge stupide. Alors laissez-moi dire simplement que je ne m'attarderai pas sur ce genre de sujet, simplement pour constater que si l'on commence à se livrer à de pareils procédés, ce n'est pas comme cela qu'on instaurera en France un véritable dialogue et qu'en tout cas on contribuera à régler des problèmes aussi graves que ceux que nous venons d'évoquer et qui sont nos vrais problèmes. En tout cas, il faudra peut-être quand même s'intéresser au sort de ces 17 km oui, de écoutez, côte, car je crois que les Corses, même si vous n'êtes pas mêlé à cette oui. affaire, je pense que les Corses voudraient bien savoir ce que l'on va en faire. Non, mais c'est parfaitement légitime, ils ont tout à fait raison. Je suis malheureusement obligé de vous dire que je n'y suis pour rien, ni de près, ni de loin. Ce sont des patrons de petites et moyennes entreprises relativement satisfaits qui ont quitté l'Élysée à l'issue du déjeuner que leur offrait aujourd'hui le président de la République. Ils étaient une vingtaine. Le chef de l'État leur a demandé d'exposer leurs problèmes avec franchise. Il leur appartient, a dit Valéry Giscard d'Estaing, de maintenir une société libérale dans laquelle la liberté d'entreprendre restera garantie. On sait que dans l'esprit du gouvernement, c'est peut-être par les PME que l'on pourrait réduire le chômage en France. Cette entreprise est une entreprise de taille moyenne. Elle fabrique des armoires métalliques, des tabourets et du mobilier de bureau. Elle emploie 160 personnes dans la région parisienne, à Leblanc-Ménil, sur la zone industrielle du Coudray. Bref, c'est une PME parmi 1,5 million d'autres. Si le gouvernement met à sa disposition des crédits bon marché, elle lèvera la main et demandera à en bénéficier. Dans notre cas particulier, il était déjà prévu d'avoir des investissements relativement importants cette année, notamment en province. Alors il est bien évident que si nous avons des taux bonifiés, nous allons très probablement accélérer certains investissements que nous aurions peut-être fait en 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est évident que ça va nous permettre peut-être de déclencher plus rapidement nos investissements. Et je crois que c'est le but recherché par M. Barre. Et ces investissements, est-ce qu'ils vont créer des emplois? On ne peut pas produire, à mon avis, sans personnel. On a beau dire que, par exemple, acheter une nouvelle machine supprime des emplois, ça me paraît tout à fait faux. Si nous achetons une machine qui, par exemple, multiplie par 5 la production, il est bien évident qu'en aval, on va trouver des tas d'emplois supplémentaires, ne serait-ce que pour emballer, conditionner, terminer le produit. Et on va également développer un service entretien important, puisqu'une machine très élaborée nécessite aussi un personnel qualifié pour l'entretenir, le nettoyer, etc. Avec des crédits à meilleur marché, cette entreprise passera commande plus vite de machines qu'elle aurait de toute façon commandées. Elle ne lancera pas pour autant de nouveaux programmes. Cette affaire va donc investir et créer quelques emplois. Elle pourra le faire parce qu'elle se porte bien. Depuis 1969, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 4 et elle fait des bénéfices. Mais 60% des entreprises françaises n'en ont pas fait l'an passé. Pour ces dernières, les portes de l'investissement resteront fermées cette année. L'étranger, on assiste actuellement à une intense activité diplomatique. Kurt Waldheim était aujourd'hui l'hôte du président de la République à l'Élysée. À sa sortie de l'Élysée, donc, il a exprimé ses inquiétudes sur la situation en Afrique. M. Waldheim ne croit pas, par ailleurs, que la conférence de Genève sur le Proche-Orient aura lieu bientôt. Yasser Arafat est arrivé hier soir à Moscou à la tête d'une importante délégation palestinienne dans laquelle toutes les tendances sont représentées. C'est la première chose à remarquer. En effet, les soviétiques vont peut-être demander aux Palestiniens d'adopter une attitude commune en vue d'une éventuelle reprise de la conférence de Genève. Toujours au conditionnel, les soviétiques ont peut-être aussi l'intention de faire accepter aux Palestiniens que le problème de leur présence à cette conférence ne soit plus un préalable à sa réouverture, mais simplement inscrit à l'ordre du jour. Particulièrement chaleureux, ainsi présentons à Washington les entretiens qui ont eu lieu entre le président égyptien Sadat et M. Carter. Cela dit, à propos du conflit israélo-arabe, les positions n'ont pas évolué. Le président Sadat a réaffirmé le droit des Palestiniens à une patrie et il continue à faire de leur présence à Genève un préalable à toute reprise des discussions.
4 ans de prison et 10 000 francs d'amende pour Hervé de Vater, inculpé dans l'affaire d'assaut. Jean Quay, toujours en fuite, est condamné, lui, par défaut à 7 ans de prison et à 20 000 francs d'amende. L'aviation connaît décidément la loi des séries. Un DC-9 d'une compagnie aérienne américaine s'est écrasé à 50 km d'Atlanta. L'avion dont les réacteurs étaient en feu avait essayé de se poser sur une route, mais il a heurté une maison, une boutique plus exactement. Le dernier bilan fait état pour l'instant de 66 morts. Et puis c'est un dossier de l'écran, pas tout à fait comme les autres, que vous verrez très certainement ce soir sur Antenne 2, non pas parce qu'il y sera question de la politique coloniale de l'Europe en Afrique, mais parce que l'émission d'Armand Jameau fête aujourd'hui ses 10 ans. Accessoires. Armand Jameau, est-ce que vous vous attendiez à ce que votre enfant arrive ainsi à fêter ses 10 ans? C'est pas si fréquent à la télévision, ça. Ben, quand on commence une émission à la télévision, on ne peut absolument pas croire qu'elle va durer 10 ans, étant donné tous les problèmes que nous connaissons. Mais je pressentais quand même que c'est une émission qui devait durer assez longtemps, parce qu'elle était riche de sujets, riche de matière, et que lorsque nous avons atteint les 3 ans, les 4 ans, je savais qu'il n'y avait rien qui s'oppose à ce que les dossiers de l'écran atteignent leur 10e année, et j'espère qu'elle va durer encore quelques années. Alors vos impressions aujourd'hui? Mes impressions, je suis évidemment très heureux et très satisfait. Je pense que c'est une expérience passionnante que nous avons vécue et que j'espère bien nous allons continuer à vivre avec mes amis. C'est une expérience qui est riche sur le plan professionnel parce que c'est rare et c'est important de tenir une émission 10 ans. C'est une expérience intéressante sur le plan intellectuel parce qu'en 10 ans nous avons rencontré des gens passionnants qui nous ont beaucoup appris. Et c'est aussi une expérience très riche sur le plan humain parce que c'est la même équipe qui depuis 10 ans fait les dossiers de l'écran et que je pense que c'est la même équipe qui la continuera. Des noces d'étain que l'équipe d'Armand Jameau, d'Alain Jérôme, de Joseph Pasteur célébreront, j'imagine, comme il se doit. Et je suis certain que vous serez vous aussi fidèles au rendez-vous ce soir. Je voudrais, pour terminer, vous parler de cette pénible affaire de Dieppe, la jeune femme de 21 ans qui a laissé mourir de faim ses 2 enfants, ils étaient âgés de 2 et de 4 ans, a été inculpée aujourd'hui. Interrogée pendant 24 heures par la police sur les circonstances de ce drame, elle continue de nier avoir voulu provoquer la mort de ses 2 enfants. J'ai laissé mourir mes enfants. Ce sont les seuls mots que répète aujourd'hui au policier Sylvie Joffin. Pas d'explication, aucune raison à son comportement. Une seule hypothèse avancée, le départ en août de son ami parti travailler en Allemagne, départ qui l'avait profondément marqué. Il y a 15 jours, François-Xavier, 4 ans, et Sébastien, 2 ans, ont été enfermés par leur mère au 3e étage de cet immeuble. La chambre ne comportait que 2 matelas posés à même le sol. Pas de chauffage, pas de nourriture. Sylvie Joffin avait laissé seulement à ses 2 enfants une bouteille d'eau. Paraît-il qu'elle ne sortait d'ailleurs que la nuit. Elle laissait ses gosses là ici enfermés. Même quand son mari était là. Elle les quittait, elle les laissait se promener, puis on dirait elle est avec des copains, quoi. Les copains de rencontre. Voilà. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Personne ne s'est inquiété. Sylvie Joffin avait la réputation d'aimer sortir, mais jamais ses enfants n'avaient donné l'impression d'être maltraités. Misère physique, détresse morale. Pour Madame Monique Violette, 41 ans, mère de Sylvie et de 8 autres enfants, sa fille, sans travail et sans ressources, n'est pas la seule responsable. Est-ce que vous trouvez des excuses à votre fille? L'excuse de la société déjà, qui l'a laissé mourir de faim elle-même. Et on n'avait pas donné ni d'emploi, ni de ressources. Personne n'a aidé votre fille? Personne n'a aidé ma fille. Elle n'avait même plus d'allocation. Et il avait supprimé les allocations. La mère de Sylvie estimait que sa fille était dans un état dépressif, mais elle non plus n'était pas allée la voir depuis 3 semaines. Attitude lamentable de Sylvie Joffin, absence d'attitude chez les autres, et au bout de ces indifférences, les cadavres de 2 enfants.
Drame de la solitude, drame aussi de l'indifférence d'une société qui n'a peut-être pas pu ou qui n'a pas su aider cette jeune femme. Ce n'est bien sûr pas la seule excuse. À 23 h, le journal vous sera présenté par Gérard Holtz. Bonsoir.